Voilà, eh bien bonjour à tous, ça y est, ça a l'air de fonctionner. Je suis ravie d'être avec vous pour la Saint-Valentin. Donc j'avais chaque année, je fais quelque chose pour la Saint-Valentin. Et là, m'est venue l'idée, il y a quelques jours en arrière, de vous offrir un cadeau spécial pour la Saint-Valentin. Mais alors là, c'est un peu rigolo, c'est humoristique. C'est avec l'idée de vous rendre plus libre pour ceux qui sont enchaînés à leur ex. Et le thème, c'est arrêter de vouloir récupérer votre ex. Parce que j'ai remarqué, et certainement vous aussi, qu'il y en a qui font des deuils douloureux. Ça m'est arrivé aussi. Et dans ces périodes de deuil douloureux, l'envie, c'est quand on est quitté par quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, c'est d'avoir envie en tout premier lieu, de récupérer son ex et donc de mettre en place des stratégies pour récupérer l'ex. Et d'ailleurs, à ce titre-là, quand j'étais un peu regardée pour préparer ma conférence sur YouTube autour de ce thème, de quoi il est question, eh bien, j'ai vu qu'il y avait pas mal de... Il y a des coachs, il y a des personnes qui organisent des formules, des conférences, des modules autour de comment récupérer son ex, parce que manifestement, puisque c'est ça le postulat de départ sur l'histoire de l'ex, c'est puisque c'est l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, donc vous n'avez aucune raison de le lâcher, essayez de le récupérer. Et donc le premier postulat, et déjà c'est intéressant parce que le postulat de départ sur cette question-là, c'est je veux récupérer l'homme ou la femme de ma vie. Alors déjà, moi je vais vous apprendre là dans cette conférence à être libre en fait, à arrêter de vouloir récupérer l'ex pour gagner en liberté, pour arrêter d'être naïf et pour lâcher en fait, lâcher prise avec cette histoire d'ex, et pour vous retourner vers vous, vous sentir en joie d'être vous-même, en mode arrêtons de s'agripper sur quelque chose, donc de renforcer des stratégies qui vont vous amener à une prison et un enchaînement, un esclavage, plutôt que de devenir beaucoup plus libre et toujours plus libre, d'être indépendant, mais pas indépendant, mais j'avais parlé de l'interdépendance la dernière fois, mais en tout cas de ne pas vous agripper à quelqu'un inutilement. Donc la naïveté, pour moi, c'est de croire que en trouvant une stratégie pour récupérer votre ex, vous allez gagner la femme de votre vie qui vous a quitté ou l'homme de votre vie qui vous a quitté, et vous allez enfin devenir heureux en récupérant la personne qui vous a lâché. Eh ben, il y a très peu de chances que ça marche. Déjà, petit 1, je vous ai dit, la femme ou l'homme de votre vie, est-ce qu'il y a posez-vous la question, est-ce qu'il y a une et une seule personne qui peut être la femme ou l'homme de votre vie? Donc c'est déjà un postulat un peu naïf de penser qu'il y a une et une seule personne. C'est comme la théorie des flammes jumelles ou des âmes ou des flammes jumelles. Là, il n'y aurait qu'une seule personne pour nous rendre heureux. Bon, manifestement, ça n'a pas été le cas, puisqu'il vous a quitté ou elle vous a quitté, donc c'était pas si merveilleux que ça, déjà, d'une part. Sinon, si c'était si merveilleux que ça, et si vous aimez encore, et si c'était l'homme ou la femme de votre vie, elle serait toujours dans votre vie. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en amour, en fait, ils restent dans le bateau pour dépasser les obstacles ensemble. Ceux qui partent du bateau, c'est qu'ils sont tellement mal, ou qui sont tellement dans le ressentiment, ou dans le reproche, ou dans la certitude qu'ils n'ont rien à faire avec vous, qu'ils vous quittent. Et quand on vous quitte, on n'est pas dans l'état d'esprit d'ouverture du cœur, ou d'avoir envie de négocier quelque chose, on est plutôt dans un état de fermeture, en étant certain que ce n'était pas le bon ou la bonne. Donc, s'agripper à quelqu'un qui est dans un état d'esprit comme ça, c'est déjà pas très bien parti. L'homme et la femme de ma vie, ça c'est le postulat de départ sur lequel les coachs vendent leurs produits, récupérer votre ex, et c'est toute une démarche commerciale, marketing, etc. qui est derrière. Pourquoi pas, moi j'ai rien contre, si les gens sont heureux derrière et qu'ils récupèrent leur ex et que c'est merveilleux et tout est merveilleux, mais moi je ne crois pas du tout à ça. De temps en temps il y a des gens qui récupèrent leur ex, qui se rabibochent et ça marche à peu près. Mais très souvent, ils se remettent sur des bases qui n'ont pas été réglées. C'est-à-dire, ils retrouvent leur ex, même s'ils ont changé, ils ont trouvé des stratégies qui marchent et qui partent à la séduction et qui séduisent leur ex et que d'un coup ça fonctionne. Il y a souvent des personnes qui peuvent se remettre avec leur ex, mais ça ne veut pas dire que ça va marcher. S'ils n'ont pas changé les bases du couple, si on ne travaille pas sur soi et on ne remanie pas les bases, ça va repartir comme en 14. Donc ça, c'est aussi un contre-argument, comme quoi vouloir absolument reconquérir son ex
même en se changeant soi, en pensant que ça va marcher, c'est pas gagné l'histoire. Moi, je travaille plutôt sur l'aspect devenir libre, d'avoir envie d'arrêter de vouloir récupérer l'ex, d'arrêter de mettre de l'énergie sur repartir à la conquête. Pourquoi? Parce que quand vous êtes agrippé à l'idée d'obtenir votre objet d'amour dans votre vie, c'est une idée qui ne vous lâche pas, vous êtes envahi. Et l'envahissement, ça ne permet pas de faire un deuil. On n'a jamais vu quelqu'un faire un deuil avec un agrippement à l'idée qu'il faut le récupérer. Donc ça ne marche pas. Quand vous êtes en mode « je veux le récupérer, je vais trouver des stratégies pour le récupérer », vous n'êtes pas en train de faire un deuil. Hein. Vous faites l'inverse de faire un deuil. Donc ce n'est pas à gagner du tout cette affaire. Et on sait que si vous voulez passer à autre chose, il faut faire un deuil. Et un deuil, c'est nécessaire. On ne peut pas passer à autre chose sans faire de deuil. Donc j'étais sur l'introduction qui est oui mais bon quand j'ai été regardée sur ce que proposent les coachs sur récupérer, on va tout faire pour que vous allez récupérer votre ex et c'est garanti, vous allez y arriver, on va tous y arriver ensemble parce que vous allez voir, c'est une bonne idée, on peut le faire, si on veut on peut, hein. On est dans cette dynamique de si on veut on peut. Par la volonté, il y a des stratégies, des techniques et des méthodes qui permettent de vous faire récupérer votre ex. Elles ne sont pas idiotes, hein, ces techniques et ces méthodes. De toute façon, en général, elles pointent vers vous pouvez vous changer vous, au lieu d'être en genre je veux sauver mon couple, je parle pendant des heures sur ce qui ne va pas, ce qu'on pourrait améliorer, etc. Donc ils vous disent lâchez ce truc-là. Et pour récupérer votre ex, vous faites un silence radio. Vous vous intéressez à vous, ce qui est légitime, hein, intéressez-vous à vous. Et puis vous vous changez intérieurement, vous faites des choses qui vous épanouissent, voilà, vous changez votre état d'esprit. Et une fois que vous vous êtes changé, vous pouvez repartir, vous présenter à votre ex parce que vous aurez changé quelque chose à l'intérieur. Bon, pourquoi pas? Mais de toute façon, si vous avez vraiment fait ce travail de changement intérieur, le jour où vous avez vraiment fait ce changement, pas à moitié, eh bien, soit vous le récupérez, mais bon, c'est un parmi d'autres, soit vous rayonnez tellement de l'intérieur qui ne vous intéresse pas tant que ça, déjà cet ex-là, c'est-à-dire vous allez vous demander mais qu'est-ce que j'ai pu faire pendant des années avec cet ex, ou qu'est-ce que j'ai pu lui trouver tellement. Si vous rayonnez de joie, d'intérieur, si vous êtes vraiment en plein épanouissement, vous allez attirer plein plus de gens, puisque quand vous rayonnez, vous attirez beaucoup plus de personnes, et votre ex, il est un parmi tant d'autres. Donc il y a même peu de chances que vous retourniez avec votre ex si vraiment vous avez fait ce travail de changement intérieur. Mais bon, c'est amusant de voir combien il y a des personnes qui sont quand même relativement, voilà, qui sont assez naïves pour croire que en vous vendant des stratégies diverses et variées pour récupérer votre ex, ça va marcher et que vous allez être le plus heureux, c'est la femme de votre vie, vous avez raison, il faut récupérer l'homme et la femme de votre vie, allez-y, allez-y. Donc cette histoire d'homme et de femme de votre vie, je vous rappelle, puisqu'on est là-dessus, que de toute façon, nous sommes des humains, hein, donc on ne fait pas partie d'une espèce très monogame. Déjà, dès le départ, on est des mammifères supérieurs. Et sauf certains animaux, certains mammifères qui sont vraiment très monogames, la plupart des mammifères supérieurs ne sont pas monogames. Et donc, on fait partie, on a quand même les cerveaux qui s'apparentent beaucoup à ceux des mammifères supérieurs. Et donc, vous le voyez d'ailleurs, hein, aujourd'hui, les crises de couple, etc., on voit bien que les gens ont du mal à tenir la monogamie pendant toute une année, toute une vie. Et donc, l'histoire que c'est la femme de ma vie, et ça sera l'amour de ma vie de manière éternelle, et c'est pour toujours, et c'est jusqu'à la fin des temps, ça ne marche pas tellement. On voit plutôt dans notre époque des serial monogames, donc on voit que des gens font des couples les uns derrière les autres, donc ils ne sont pas si monogames que ça, hein. Donc, quand vous êtes dans « je veux récupérer mon ex » et c'est la femme ou l'homme de ma vie, c'est le direct, c'est ça? Oui. C'est la femme, c'est l'homme de ma vie et c'est absolument celui-là que je veux et c'est pas un autre, etc. C'est une fixation que vous faites. Et en faisant cette fixation, ben, vous voyez que comme ça. Et vous voyez pas qu'en fait, vous n'êtes pas si monogame que ça. Vous faites une fixette sur un objet d'amour. Et en plus, la croyance, quand vous faites une fixette comme ça, c'est de vous dire c'est l'unique, c'est le seul à qui je peux plaire et qui me plaît. Donc en fait, vous voyez rétréci, votre champ est rétréci sur une personne, ce que j'appelle un objet d'amour, et vous n'imaginez pas qu'un spectre plus large, vous ne pouvez même pas imaginer qu'il y a tellement de personnes qui pourraient être des âmes sœurs
tellement de personnes à qui vous pouvez correspondre, vous les imaginez, vous ne pouvez même pas l'envisager, tellement vous êtes orienté sur un et un seul. Et ça, c'est tout le problème de l'attachement à la relation amoureuse. Quand on est attaché sur un, on est sur un spectre comme ça, rétréci, on n'imagine même pas qu'il y a plein d'autres personnes qui existent et avec qui vous pourriez faire affaire en fait. Et c'est juste impossible dans les périodes de deuil. Je ne dis pas que ça se fait comme une baguette magique en 2 minutes, on peut passer de ça à ça, pas du tout. Mais par contre, à un moment donné, rendez-vous compte que c'est une croyance limitante qui est « je ne peux pas envisager quelqu'un qui pourrait être aussi formidable que mon ex, aussi... » Pourquoi est-ce qu'on vit les choses comme ça? Tout simplement parce que quand on est quitté par un ex, en fait, et ça c'est connu sur les périodes de séparation, ce qui se passe, c'est qu'on a une mémoire des moments agréables, en fait. Donc les épisodes agréables, ils nous restent en trace. Et donc du coup, les souvenirs difficiles et douloureux, ils sont plutôt zappés. Faut vraiment faire un effort pour avoir en tête les souvenirs difficiles. On a plutôt les souvenirs agréables. Et c'est chimique, ça. Donc du coup, la tendance, c'est de faire une fixation sur « ah, il me faut retourner à lui, puisque c'est l'homme ou la femme de ma vie, puisque c'est la personne avec qui j'ai vécu des moments tellement formidables. » Mais non. D'abord, vous avez oublié qu'elle n'est pas si formidable que ça. Si elle était si formidable que ça, elle serait encore là. Elle ne vous aurait pas lâché comme une merde. Ça, c'est sûr que c'est vrai. Et donc, si elle n'est pas dans votre vie, c'est qu'elle a ses raisons de ne pas vouloir y être. Donc, ramenez toujours cette histoire de fantasme, que oui, c'est cette personne qu'il me faut, avec elle, c'est tellement merveilleux, etc. Posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment vrai que c'est l'unique personne avec qui j'ai vécu des moments formidables? Moi, de mes souvenirs, hein, moi, quand un ex m'a quitté, parce que je me suis faite quand même très souvent larguer, je ne largue pas en général. Donc à chaque fois que je me faisais larguer, je faisais à peu près la même rengaine. À chaque fois, je disais « ah, mais c'est dramatique, je ne trouverai jamais personne d'autre, mon Dieu, il est tellement merveilleux, celui-là. Ah, » Et j'y croyais vraiment, j'étais vraiment dans mon truc. Et je pense que vous faites pareil. Vous êtes vraiment dans le trip « ah oui, il est tellement extraordinaire, j'ai vécu des moments tellement... ah, il est magnifique, il est ceci. » Bon, ben, toute une histoire. Et en fait, 3-4 ans après, une fois avoir fait le deuil et avoir trouvé quelqu'un d'autre, ou même 1 an après, ou 6 mois après, peu importe, des fois je me disais « mais comment j'ai fait pour le trouver tellement extraordinaire, quoi. Mais qu'est-ce que je me suis raconté comme histoire? Il est comme il est, quoi. Enfin, il est charmant, il a sa place. Mais une fois que c'est archivé, c'est comme dans un album photo. Une fois que vous avez archivé l'ex, que vous l'avez mis dans un album à sa place, vous le trouvez plus du tout extraordinaire qu'au moment du deuil. Mais c'est normal. Il y a une période de deuil qui est à faire, qui peut être plus ou moins longue, et qui sera moins longue si vous cessez de vouloir récupérer votre ex. Parce que plus vous êtes dans la stratégie « je veux le récupérer, je veux le récupérer, je veux le récupérer », et ben vous allez faire un deuil très très long. L'espoir tue. Hein. Ça aussi, c'est un des arguments pour que vous soyez libre, parce que l'idée ici, c'est que vous soyez le plus libre possible. Et puis, c'est que vous arrêtez de mettre des sous dans des stratégies pour gagner votre ex. Hein. Comme ça, moi, je fais de l'anti-pub. Hein. Comme ça, bah, si vous dépensez moins de sous, bah, vous serez plus libre. Et puis, ne venez pas me voir. Je fais vraiment l'anti-pub. Voilà, pas besoin de gagner de l'argent. Ne venez pas me voir, mais soyez libre. L'important, c'est de se sentir libre. Qu'est-ce qui est important? Et l'espoir, cet espoir que moi je dis souvent, c'est un espoir qui tue. Quand vous entretenez l'espoir sans arrêt, je vais peut-être pouvoir le récupérer. Et si je fais ça, je vais le récupérer. Et si je fais ça, je vais le récupérer. Et telle stratégie, et telle stratégie. Bon, eh ben d'accord, hein, vous pouvez entretenir l'espoir et vous renforcer, en renforçant l'espoir, en trouvant des stratégies, c'est la meilleure manière pour ne pas faire de deuil. Et je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois ça dans des conférences, où je dis, mais à quel âge on a l'espoir comme ça qu'un jour où papa ou maman va se transformer en bon papa ou en bonne maman? Quand on est tout petit et quand on a des papas et des mamans qui ne sont pas à la hauteur. Donc la manière de survivre, la stratégie de survie pour le petit, c'est de se dire, un jour peut-être, j'ai l'espoir que mon papa ou ma maman se transforme en bonne personne. Et ça reste ancré chez l'adulte. Donc au moment où votre ex vous quitte, vous avez cette histoire d'espoir qui réapparaît. En trouvant une stratégie X, Y, Z, je vais pouvoir récupérer mon ex et je serai la plus heureuse des personnes. C'est la même chose. Et l'espoir tue. Ce n'est pas l'espoir qui fait vivre ici, c'est l'espoir qui tue. Plus vous avez cet espoir, et moins vous êtes libre en fait, on pourrait dire ça comme ça. Donc, et c'est pour ça que j'ai
intitulé ma conférence « Arrêtez de vouloir récupérer votre ex, lâchez l'affaire ». Plus vous êtes, et c'est un état d'esprit, on en parlait tout à l'heure. Il y a des gens, moi personnellement, quand j'ai un ex qui me quitte, je ne cherche pas à m'agripper. Je me dis, s'il m'a quitté, c'est qu'il a ses raisons. En plus, je viens de dire tout à l'heure qu'il y a des personnes qui vous quittent ont des ressentiments. Et elles sont souvent convaincues que vous n'êtes pas la bonne personne. Et les ressentiments, ça ne s'efface pas en 2 temps 3 mouvements, surtout si la personne ne fait pas d'effort pour gommer les ressentiments. Il y a énormément de gens qui sont absolument incapables de faire une croix sur le passé. Hein. La plupart des humains sont incapables de faire une croix. On apprend dans les stages de tantra à dire faites comme si c'était la première fois, balayez le passé, repartez toujours à zéro, mettez les pendules à zéro. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans les stages de tantra. Mais c'est très rare les gens qui sont capables de faire ça. Et la plupart des gens, ils ont vécu une année, 2 années, 10 ans avec vous, ils ont vécu des choses douloureuses ou difficiles ou des obstacles, ils ont mémorisé ça. Donc ne croyez pas que parce que vous allez utiliser une petite stratégie de séduction, vous allez changer un truc, vous êtes un peu plus joyeux, machin, tout ça, plus heureux, d'un coup ils vont effacer de leur mémoire tous les obstacles qu'il y a eu dans les années précédentes. Mais non, c'est marqué. Hein. Et même j'ai même remarqué, même avec des rituels de pardon, on voit dans les couples en thérapie, ils font des rituels de pardon, ils font des tas de trucs pour effacer, gommer la mémoire des moments douloureux. Mais il y en a, ils n'effacent rien du tout. Hein. Ils s'en rappellent dur comme fer. Hein. Donc, voir comme si c'était la première fois, eh ben, c'est pas gagné ça. Hein. Effacer de sa mémoire toute la checklist des critères pour lesquels l'ex vous a quitté, ben voilà, hein, pour le reprogrammer, utiliser toutes les stratégies de séduction qui vous donnent là, dans les méthodes de coaching, vous pouvez toujours essayer. Hein. Alors, je dis pas que des fois ça marche pas, ça doit marcher certainement. Bon, après, tant mieux si ça marche pour vous, je suis très contente que vous puissiez retourner à votre ex et vivre une vie merveilleuse. Et moi, je vous mets en garde parce que de nouveau, si l'ex n'a pas fait le travail pour se remettre aussi en question et qu'il n'y a que vous qui ayez qui ait mis du temps et de l'énergie pour faire un travail sur vous-même, ben, il y a peu de chances que ça reparte sur des bonnes bases. En général, un couple qui dysfonctionne doit être remanié, c'est-à-dire on repart sur d'autres bases. Il faut examiner ce qui a dysfonctionné et repartir sur d'autres bases pour démarrer sur autre chose de nouveau. Mais on ne repart pas sur les mêmes bases. Donc vouloir récupérer son ex, c'est aussi repartir sur les mêmes bases. Si l'autre n'a pas fait le travail, ça ne va rien changer. Hein. Vous allez vous retrouver dans la même galère et faire des efforts d'adaptation pour plaire toujours et encore à votre ex. Donc quand vous faites des efforts, c'est vous qui ramez. L'autre il est en posture haute, l'ex, hein, qui vous récupère, puisque bon finalement c'est vous qui vous êtes agrippé, lui il est en posture haute, vous êtes en posture basse, et c'est vous qui faites des efforts d'adaptation. Bah, si vous avez envie de continuer à faire des efforts toute votre vie, c'est pas comme ça que vous allez vous sentir libre, c'est pas comme ça que vous allez vous sentir aligné sur votre axe, c'est pas comme ça qu'on gagne en espace quoi, hein, et en rayonnement, hein. C'est pas comme ça que vous êtes attractif et séduisant. Hein. Donc s'acharner pour récupérer son ex, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une bonne idée. Alors, je vais le dire quand même parce qu'en même temps, il y a plein de gens qui m'écrivent. Quand on quitte, c'est qu'on a tout essayé et qu'on a décidé d'arrêter de souffrir. Bah oui, mais là, bien sûr, ça c'est tout à fait vrai. Ben oui, mais là, c'est plutôt pour les gens qui veulent absolument continuer et s'acharner à récupérer leur ex. Autre chose sur je veux récupérer mon ex, je veux absolument récupérer mon ex. On est sur une histoire de volonté. Si je veux, je peux. Bon, alors déjà, vous savez ce que j'en pense de ça. Eh ben non, si je veux, je peux, non. La volonté, ça ne fait pas tout. Hein. La volonté, c'est le contrôle. La volonté, c'est le dernier étage, c'est le néocortex. Ça ne suffit pas pour arriver à vos fins. Au contraire, plus vous voulez, plus vous êtes contrôlant. Et plus vous voulez contrôler, plus vous êtes dans l'ego. Et l'ego, j'ai fait une petite conférence il y a quelques jours sur l'éveil et l'authenticité où je parlais de l'ego. L'ego, c'est la partie de nous, c'est l'enfant moi, c'est la petite personne qui est à l'intérieur de nous, qui dit moi et moi je veux ça, et moi je veux pas ça, et moi je serai heureux si j'ai mon ex, et je serai pas heureux si j'ai pas mon ex. Mais ce moi je veux quelque chose, je veux prendre quelque chose, et si je veux je veux récupérer mon ex, ça c'est vraiment un truc de si je veux, je peux, c'est la toute puissance de la volonté. Malheureusement, la vie ne fonctionne pas ainsi. On n'a pas tout ce qu'on veut, vous avez remarqué. Et plus vous voulez quelque chose, et je veux, et je ne démords pas de ce que je veux, et souvent, moins on l'a, c'est souvent contre-productif.
C'est quand on lâche quelque chose qu'il se passe souvent quelque chose. C'est pas quand on veut un truc et qu'on s'agrippe comme un malade qu'on a ce qu'on veut en général. C'est quand on remet les pendules à zéro, enfin quand on se remet en axe avec nous-mêmes et qu'on se met à avoir une vie qui est bonne pour nous et qui nous épanouit, mais en sol à sol, qu'à un moment donné, les choses se font. Et les choses se font d'elles-mêmes. Et c'est pas en voulant quelque chose, hein, sinon c'est la toute-puissance de l'ego. Et dans ma petite conférence il y a 3 jours, je parlais justement du dépouillement de l'ego. L'idée, c'est pas d'aller vers encore plus d'ego pour vouloir toujours et encore plus ce qui, soi-disant, nous rendrait heureux, ce qui n'est pas forcément sûr ici. Hein. C'est pas parce que vous allez récupérer l'ex que vous allez être forcément plus heureux. Mais c'est plutôt de se dépouiller de l'ego. Se dépouiller, c'est-à-dire se dépouiller, c'est avoir un moi qui est moins fort, moins je veux de choses. Les choses viennent parce que je suis bien avec les choses, je suis bien avec la vie, je suis bien avec les choses simples de la vie. Donc les choses viennent à moi, mais j'ai pas besoin de vouloir. Plus je veux dans la relation amoureuse, plus je suis un mendiant d'amour. Hein. Plus je veux celui qui me plaît là et que l'autre il me veut, tant mieux, mais si l'autre c'est pas réciproque, il me veut pas, je suis vraiment en posture du mendiant. Et le mendiant, c'est tout sauf sexy. Et quand tout le temps que vous passez à vouloir récupérer votre ex, si vous vous en souvenez, c'est pathétique. C'est pathétique. Parce que dans ces périodes-là, vous n'êtes pas dans une posture de reine ou de roi, hein, dans son royaume. Vous êtes dans une posture de mendiant. Donc vous êtes misérable. Et c'est dramatique, je trouve, parce que ceux qui font de l'argent là, en disant je vais vous vendre des tas de modules pour que vous puissiez récupérer votre ex, ils font de l'argent sur des personnes qui sont dans des drames, qui sont dans des drames de misérabilité. Mais ils sont misérables parce que l'enfant, moi, veut un truc et il croit qu'il sera heureux s'il veut son truc. Il n'a même pas l'idée qu'en lâchant ça et en se mettant en accord avec qui il est, en connaissant ses goûts, ses passions, en se recentrant, en s'alignant, bah, c'est comme ça qu'il va être heureux. C'est pas en voulant son truc, sa sucette qu'il va avoir. Et ça, c'est dramatique. Parce que quand vous êtes dans cette posture de mendiant d'amour, c'est pas sexy, votre ex il va partir en courant, ça le fait fuir, hein, ça c'est sûr, parce qu'on sent dans l'énergie et dans l'invisible quelqu'un qui est avide. Vous sentez l'avidité. Si vous avez été en posture haute, c'est-à-dire de l'ex qui a quitté, si c'était vous qui avez quitté, très souvent, et que vous étiez décidé à quitter cette personne parce qu'elle vous intéressait, vous avez des reproches à lui faire, vous sentez l'avidité de l'autre. Vous sentez que l'autre, il est demandeur dans l'avidité. C'est pas du tout sexy, hein. Donc c'est plutôt une posture de misérabilité. C'est pas quelqu'un qui est là, ah oui, super, j'ai confiance en moi, je vais bien, tout va bien. S'il va tellement bien, il n'a pas besoin de vous, il n'a même pas envie de récupérer son ex. Hein. Il a envie de vivre sa vie, de faire des rencontres, ou pas, il y a des rencontres, il n'y a pas de rencontres, il y a l'ex, il n'y a pas l'ex, il y a un chien, il y a un chat, il y a un mimosa, il y a ce qu'il y a, quoi. Mais il ne va pas être en mode, c'est l'homme de ma vie, sans lui, sans elle, je me meurs, oh mon Dieu, c'est la fin de ma vie. Alors voilà. Donc, sur cette thématique qui est « je veux absolument récupérer mon ex », on est sur la thématique de quoi? Je vous le donne en mille. C'est le thème « plein manque ». Si j'ai l'ex, je suis dans le plein. Si j'ai pas l'ex, je suis dans le manque. Donc moi, quand j'ai des gens qui arrivent en thérapie et qui me disent « je veux absolument récupérer mon ex, donnez-moi les 10 recettes, les 3 leçons, les 10 clés, machin, pour récupérer mon ex », la première chose que je leur dis, écoutez, moi je fais pas ça. C'est bien simple, moi je ne vous prends pas en thérapie là-dessus. Ce qui m'intéresse, si vous voulez travailler avec moi, c'est d'aller voir l'origine, la source. Pourquoi vous voulez absolument vous acharner à récupérer votre ex? C'est quoi qu'il y a derrière? Et en général, derrière, c'est le thème du manque qui est à la ressource. C'est-à-dire, si j'ai pas mon ex, à ce moment-là, je me retrouve dans le vide affectif. Puisque l'ex a occupé de la place, a pris de la place dans ma vie, voilà. Mais pendant qu'il prend de la place, vous n'êtes pas en contact avec votre vide affectif. Donc la stratégie pour éviter le vide, c'est l'histoire d'amour, quoi. C'est la relation amoureuse, c'est le couple, c'est machin. Voilà. C'est le boulot, c'est tout ce que vous voulez. Hein. Les enfants, enfin voilà. Tout ça occupe le vide. Et d'un coup, il y a un trou dans votre emploi du temps, votre ex n'est plus là, il vous quitte, vous êtes avec un grand vide, et encore plus pour ceux qui ont eu des traumatismes du développement dans l'enfance, vous avez un vide affectif. Vous êtes confronté à un vide affectif, un vide détresse qui parfois est énorme, insoutenable. Et c'est ça qu'il faut travailler. Il n'y a pas autre chose à travailler que de retourner à ce vide affectif, écoutez-moi bien, et de pouvoir apprendre à le gérer. Et comment on fait pour apprendre à le gérer? Ce n'est pas du jour au lendemain non plus. Il faut être un peu en contact, rester un peu avec un peu de ce vide affectif et pouvoir le contenir. Le contenir, c'est
le tolérer. C'est de de partir en live comme un bébé qui est tout seul dans l'univers, qui renvoie à ce nourrisson qui a certainement eu des moments où il était complètement abandonné. Hein. C'est souvent des traumas de négligence ou d'abondance, de négligence ou d'abandon. Et donc, si vous retournez à cet espace de mémoire cellulaire où vous vous retrouvez dans des moments de vide affectif énormes, bah, c'est important de rester en tant qu'adulte et de dire « Ah, ok, je vis quelque chose d'insoutenable, c'est l'horreur, je suis dans le vide, c'est affreux. » Et petit à petit, vous allez apprendre en tant qu'adulte à gérer ce vide. Et à partir dans des espaces, vous pouvez le contenir, le familiariser avec ce vide, ça devient ok. Et puis au final, ça devient goûteux. C'est que ce vide se transforme en plein. Et ça, vous avez gagné. Quand le vide de la solitude se transforme en plein, alors là, l'ex, récupérez l'ex, mais ça n'existe même plus, c'est même plus dans votre chambre, vous n'avez rien à foutre de votre ex. Enfin bon, il est comme ça, il peut passer dans votre esprit parce que voilà, ça circule, mais vous n'allez pas vous agripper ou vous acharner pour récupérer un ex. Parce que vous avez trouvé vous avez trouvé ce qui correspond à la source du problème, qui est le thème du vide affectif. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne? On s'acharne parce qu'on a besoin de remplir, de se sentir plein, la plénitude, on court après la plénitude, et la plénitude de l'amour, d'être aimé, d'un être qui nous aime, qui nous remplit, etc. Voilà. Donc quand on sait se remplir avec d'autres choses, eh ben on court moins après un ex, et un seul ex. Vous pouvez courir après tous les ex, mais vous n'êtes pas obligé de courir après un ex. Ou vous courez après rien, quoi. Vous pourrez courir après tout et après rien. Mais on n'est plus, vous n'êtes plus enchaîné. Le problème, là ce que je déconstruis ici, c'est l'esclavage, en fait. Hein. C'est l'esclavage qui consiste à s'enchaîner, à vouloir absolument récupérer une et une seule personne. Et de nouveau, quand vous faites ça, et je le dis tout le temps, vous confondez le besoin et la stratégie. Le besoin, c'est d'être plein, de se sentir plein, c'est-à-dire d'éviter de sentir le vide. Et la stratégie, c'est récupérer l'ex. Et donc la fixette, elle est mise sur l'ex, il me faut ça pour sentir le plein. Évidemment, si vous revenez directement à la problématique du vide, ben, vous réglez le problème à la source, au lieu d'aller vous exciter sur l'ex qui est là-bas. Hein, là-bas, c'est toujours un mur. Hein. Donc voilà. Et en même temps, ce que je dis, ça a l'air facile en théorie, c'est extrêmement difficile dans l'expérience. Parce que ça prend un temps. Il y a un temps pour apprendre à gérer ce vide. Il y a un temps aussi pour... des fois, c'est un chemin d'une vie, hein, pour des gens qui ont été abandonnés petits, etc. Ça ne se fait pas en 2 minutes. Et puis, il y a un goût de la relation, il y a un goût du plein, il y a une mémoire du plein que vous touchez à travers les échanges, la complicité, le partage en couple ou avec la sexualité. Tout ça, il y a des mémoires qui restent en trace. Comme le petit, quand il est dans les bras de sa maman, il y a des mémoires de ça, hein, et que c'est chaud, et que c'est chaleureux, et que c'est goûteux. Et il y a toujours une envie, c'est une forme d'addiction, une envie d'y retourner. Et la croyance, c'est que c'est mieux à deux que tout seul. C'est toujours mieux à deux que tout seul. Et donc, il y a une espèce d'agrippement qui se fait avec l'objet d'amour. Donc, c'est un leurre. À la fois, plus vous allez gérer ce mode solo, quoi, hein, et trouver vos appuis avec vos ressources propres, plus vous allez arrêter d'être esclave que cette idée qu'avec votre ex, c'est l'homme de votre vie, avec l'homme de votre vie, c'est votre moitié, avec votre moitié, vous serez heureux. Bon, c'est un peu neuneux, quoi. Il faut arrêter avec ces trucs, il faut arrêter d'être naïf, quoi. Bon. Enfin, il y a des moments où ça m'énerve, mais surtout quand les gens se font du fric sur d'autres personnes. C'est surtout ça qui m'énerve après, que vous retrouvez votre ex, tant mieux pour vous. Mais c'est surtout l'idée qu'il y a des gens qui dépensent un fric pas possible, et qui croient vraiment que c'est ça qui est pathétique pour moi. Et je me rappelle une fois m'être énervée avec un patient d'ailleurs qui voulait absolument, non, je veux récupérer mon ex, je veux. Il voulait que ça. Il voulait pas entendre autre chose que de faire un vrai travail de thérapie. Il avait rien à faire. Il voulait ces 10 recettes. Je dis, mais vous courez à votre perte, quoi. Et c'est sûr que c'est vraiment une manière de courir à sa perte, c'est de s'acharner là-dessus, en étant persuadé qu'avec une bonne recette, c'est comme une recette de cuisine, et ben vous allez avoir votre affaire avec votre ex, et ça y est, une fois que vous allez récupérer, tout va être bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment incroyable de voir comment on peut... il peut y avoir de la naïveté comme ça, quoi. Et puis c'est douloureux en plus de rester comme ça, scotché sur l'ex, parce que le problème, c'est des envahissements de champ.
c'est un envahissement de l'attention. Donc ça vous bouffe de l'énergie, parce que pendant que vous pensez à récupérer votre ex, vous ne faites rien d'autre. Vous faites quoi d'autre pendant ce temps-là? Rien. Vous êtes là. Ah ouais, je vais récupérer. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il pense? Avec qui il est? Qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais qu'est-ce qu'il fait? Et en général, l'ex, qu'est-ce qu'il fait? Ce qu'il fait, puisqu'il a décidé de vous quitter, il est passé à autre chose. Soit il est déjà avec une autre nana ou avec un autre mec, soit il est en train de faire sa life. Donc il n'est pas branché sur vous, lui. Mais pendant que lui, il a l'esprit tranquille et qu'il fait sa life, vous êtes obsédé par lui ou par elle. Et pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Donc c'est pathétique, je vous dis, c'est terrible d'entraîner, de gagner des sous sur des gens qui sont naïfs et qui en même temps entretiennent cet espoir, des stratégies, des machins. Et pendant ce temps-là, ils ne font rien d'autre, quoi. Donc je pense que vous avez mieux à faire que de passer du temps à mettre toute votre attention sur votre ex, parce que certains, c'est pas, des fois c'est 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en ai vu, ils font des deuils, ça dure des années, quoi. Il y en a, ils me disent, mais j'ai des patients, des fois ils me disent, mais j'ai mis, la dernière fois, j'ai mis 3-4 ans pour faire un deuil. Alors ils ont peur de rentrer dans la relation, parce qu'ils ont peur d'être quittés, parce qu'ils se disent, si jamais je vais être quitté, je vais encore me taper 3 ans de deuil. Là, je comprends qu'ils sont angoissés, eux. Donc évidemment, mais les deuils ne doivent pas être aussi longs que ça. Un deuil, ça prend du temps, certes, parce qu'il y a un moment de reconstruction et de retour à soi. Et de là, faire des deuils de 3 ans et entretenir l'espoir que vous allez récupérer votre ex, alors là, il faut aller le doigt dans l'œil jusqu'au coude, quoi. Il faut arrêter. C'est terrible, quoi. Ça me fait mal au cœur, rien que d'y parler. Donc en thérapie, on va s'intéresser à quoi? On va s'intéresser à pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher l'ex. Quelles sont vos croyances? Qu'est-ce que vous vous dites sur vous pour ne pas arriver à lâcher votre ex? Quelles sont les émotions? Quelles sont les sensations, hein, de manque, etc. Et très souvent, on va revenir à la petite enfance. Parce que c'est des histoires de mémoire archaïque qui remontent, qui refont surface à l'âge adulte dans des histoires de séparation douloureuse. Et c'est ça qui traîne, quoi. Mais c'est souvent pas autre chose, quoi. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est qu'est-ce qui m'empêche de lâcher l'ex? Et un jour, j'avais eu une histoire comme ça moi-même, avec un ex que j'arrivais pas à lâcher, il était tellement merveilleux, machin. Moi, je me rappelle avoir eu mon thérapeute au téléphone qui m'a dit, écoute, c'est bien simple, hein, ton ex, si t'aimait tellement, il serait toujours là dans ta vie à faire ci, il t'aurait pas dit ça, il t'aurait pas fait ça, et il serait pas en train de te lâcher comme une merde, quoi. Il serait vraiment là, à vouloir mettre de l'énergie au service du couple. Ça fait tilt, hein, pour moi. Je me dis, ouais, ça c'est pas fou. Donc le conseil, lâche-le. Et c'est vrai qu'à un moment donné, si vous pouvez comprendre ou piger qu'à un moment donné, lâcher c'est la liberté, lâcher prise c'est la liberté. S'accrocher c'est l'esclavage. C'est la prison, une prison de s'accrocher. Voilà. En plus, quand vous êtes dans cette histoire de vous accrocher à un ex, vous faites dépendre votre joie de vivre d'un être humain. Je fais dépendre mon bonheur de quelqu'un d'autre, d'un autre être humain que moi. Alors, les autres êtres humains, hein, vous le savez, ils ne sont pas fiables. Pourquoi ils ne sont pas fiables? Parce que tout être humain est limité. Donc, bâtir sa confiance sur quelqu'un d'autre, bon, déjà, c'est mal parti. Hein. La seule personne qu'on peut vraiment aimer dans sa vie, la seule priorité, c'est qui d'abord? La seule personne que vous pouvez aimer dans votre vie, c'est qui? C'est soi. Ben oui, c'est vous, c'est pas l'ex. Hein. Parce que quand vous dites, mais il n'y a que l'ex, c'est mon ex, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est l'homme de ma vie, non. La seule personne que vous pouvez aimer, que vous devez aimer dans cette vie, la priorité des priorités, c'est vous. C'est personne d'autre. Donc, et faire dépendre son bonheur d'une personne, d'un être humain, c'est hyper dangereux parce qu'il n'y a pas moins fiable qu'un autre être humain, même s'il dit je vais m'engager avec toi, je t'aimerai toute ma vie, etc. Mais un être humain, c'est limité. Donc ça dit la vérité à un instant, et à l'instant d'après, il dit autre chose. Donc c'est la vérité de l'instant. Et c'est toujours comme ça. Donc les choses vont et viennent. Il n'y a jamais rien qui est fixe. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Il n'y a rien qui est fiable. Donc donner sa confiance entière et bâtir toute sa confiance sur quelqu'un, c'est hyper dangereux. Bon. Donc faire dépendre son bonheur d'un autre être humain, il n'y a rien de tel pour se rendre malheureux et souffrir en 10 leçons. Donc ça, c'est pas tellement une bonne idée. Faites dépendre votre bonheur de vous-même, déjà ça ira déjà beaucoup mieux. Regardez comment vous pouvez augmenter votre bonheur en trouvant des ressources ou des stratégies qui vous sont propres et qui vous donnent de la joie. Mais
arrêtez de faire confiance à un autre être humain qui, à un moment donné, je ne nie pas, qui vous a rendu heureux, etc. Mais personne n'est responsable de vous rendre heureux. De nouveau, dans le langage, moi, il y a des choses qui m'énervent. Il y a des gens qui disent « Ah, tu me rends heureux, tu me rends heureux. » Ben non, attends, vous êtes responsable d'utiliser un tel pour vous rendre heureux. Mais personne n'est responsable de vous rendre heureux. Parce qu'il y a déjà une confusion. Tu me rends heureux, ça veut dire que c'est l'autre qui est responsable de vous rendre heureux. Ben non. Il y a eu des moments où, grâce à cette personne, vous vous êtes rendu heureux, mais bon, c'est vous qui êtes responsable. Dans la même situation, vous auriez très bien pu ne pas être heureux en pensant à vos problèmes professionnels, etc. Et des gens, ils sont avec quelqu'un qui est extraordinaire, mais comme ils pensent à leurs problèmes de boulot, tout ça, je sais pas quoi, ils ne sont pas très heureux. Hein. Donc c'est pas l'autre qui est responsable de vous rendre heureux, c'est vous qui êtes responsable de vous rendre heureux avec un tel ou un tel. Donc reprenez votre responsabilité en main, et arrêtez de faire dépendre votre bonheur des uns et des autres, et surtout pas de la relation amoureuse, ou d'un homme ou d'une femme. Terrible. Il n'y a pas plus souffrant. Et en même temps, c'est un écueil qu'on a presque tous. Hein. Je le dis, mais moi je suis tombée combien de fois dans le panneau. Mais c'est en le voyant une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois, qu'on finit par se rendre compte qu'on fait des erreurs de regard, quoi. Et surtout, faites attention à votre langage. Hein. Quand vous dites... il m'a rendu heureux, il me rendait heureuse, il me rendrait heureuse. Non, non, c'est pas vrai. Non. Je vais me rendre heureuse ou heureux, déjà en faisant ce qui est bon pour moi, et puis éventuellement en utilisant cette personne quand elle est réciproquement d'accord pour vivre des choses bonnes avec moi. Et je dis exprès, peut-être ça peut vous choquer, je fais exprès de parler comme ça. Hein. C'est souvent pour déconstruire des mythes en fait que je parle comme ça. Donc voilà, et autre chose aussi, s'il est parti avec une autre nana ou avec un autre mec, si votre ex est déjà parti avec quelqu'un d'autre, d'accord, ça arrive souvent ça, hein. Vous êtes dans la tristesse, vous, parce que en plus, moi j'ai eu ces cas, hein, je dis parce que ça me rappelle des personnes qui sont venues me voir en étant complètement obsédées par son ex qui était à 10 mètres de chez elle et qu'elle le voyait traverser avec son ex dans la rue, son ex avec sa nouvelle nana, tout ça, c'était l'horreur. Donc elle chialait tout le temps, bah oui, elle était super malheureuse. Là, c'est vraiment des trucs dramatiques. Et donc, c'est des envahissements comme ça qui sont extrêmement perturbants. Et c'est vraiment important. Et ce qui avait marché sur elle, je me rappelle, c'était vraiment par petites touches, c'était et un tout petit peu de quelque chose, ça mène à des dépressions quand même. Hein. C'est vraiment des personnes qui arrivent à être complètement dépressives et au fond du trou complet, hein, à force de penser à l'ex. À un moment donné, c'est lourd, ces deuils. Hein. Et donc, et surtout que l'ex ne pensait pas du tout, il avait refait sa vie. Donc, à un moment donné, c'est des toutes petites touches. Et qu'est-ce qui te fait un petit peu de bien? Et qu'est-ce qui fait alors, un petit peu mieux? Qu'est-ce qui fait que tu es un peu mieux? Et qu'est-ce qui fait que c'est un peu mieux dans ta vie? C'est des toutes petites choses, pas des grandes choses au début qui font que vous allez un petit peu mieux. Et il faut s'accrocher à ça. À s'accrocher, ça me rend un petit peu plus heureuse quand je discute avec ma copine. C'est un petit peu plus heureuse quand je fais de la peinture. Ça me rend un peu plus... Voilà, c'est des petites choses. Et c'est surtout pas remplacer un ex par un nouveau pour faire un nouveau couple à l'instant T. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous trouver des maîtresses, des amants, enfin tout ce que vous voulez, mais surtout pas faire du remplacement de « j'étais en couple avec cet ex, j'essaye de le récupérer et en même temps, ce que je veux c'est faire un couple, et si j'arrive pas à récupérer, je veux un autre couple tout de suite. » Donc ça c'est du remplacement de couple, ça veut dire que vous avez l'idée ou la représentation qu'il vous faut un couple absolument pour être heureux. Et de nouveau, dès que vous partez dans un schéma mental, c'est mort, on se fourvoie avec ces schémas. C'est l'idée il me faut me sécuriser grâce à un couple. Alors déjà, vous êtes mal parti avec ça. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, là, ou des commentaires? Je vois, oh là là, c'est fou ce que les gens m'écrivent, donc c'est incroyable. Comment faire pour sortir du plein? J'ai mon vide et l'ex a porté le plein. Bah oui, alors, comment faire pour sortir du vide, pas du plein? C'est déjà de prendre conscience, de rester, voilà, ce que j'ai dit, ça c'est vraiment, je pense que ça c'est vraiment un truc essentiel comme piste, c'est de rester un petit peu plus longtemps avec ce vide en considérant que tu n'es pas un enfant tout petit aujourd'hui. Moi c'est comme ça que j'ai fait, hein. C'est
de rester un peu, ou d'en parler aussi à des amis. Vous pouvez parler, ah oui, là je suis dans un moment de vide, je me sens mal, mais le mieux c'est de rester allongé sur votre canapé, sentir et décrire, comme on fait en méditation, décrire un peu ce vide. Qu'est-ce que je sens? Ah, je me sens oppressée. Ah, je me sens un peu... j'ai peur. Ah, je suis angoissée. Ah, bon. Et alors, plus vous décrivez, quand vous décrivez, vous ne perdez pas le contrôle. Parce que je décris l'angoisse en termes de sensations, et vous allez voir que c'est comme en méditation. Il n'y a jamais... l'angoisse peut pas prendre... La panique ne peut pas prendre le dessus. En décrivant, vous restez observateur. Et à ce moment-là, c'est une manière de gérer ce vide qui était insoutenable quand vous étiez tout petit. Vous pouvez éventuellement ouvrir les yeux, rester les yeux ouverts, regarder les objets autour de vous, regardez, vous pouvez trouver des couleurs, avoir des odeurs. Ça vous ramène à des ressources et à une réalité de maintenant qui vous permet de gérer ce vide qui était ingérable quand vous étiez enfant. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'ex, ça a à voir avec je dois m'organiser pour apprivoiser ce vide énorme qui est l'inverse du plein. Parce que je crois que c'est en ayant le plein que j'ai déjà eu avec un ex que je vais être heureux. Et ça, c'est non, c'est non, c'est non. Non, c'est jamais de la vie. Là, vous faites fausse route. Merci pour ma clairvoyance, hein, tant mieux. Ben, j'y arrive pas. Ben oui, c'est extrêmement difficile. Là, ma proposition, elle est beaucoup plus... elle est moins simple parce qu'elle est plus orientée sur vous. Elle n'est pas orientée sur l'autre. Et donc, la facilité, c'est d'aller... courir là, je veux mon ex, si j'ai ça, ici je vais être heureux. Non, moi je vous dis, non, faites ça. Vous revenez là et vous vous occupez de vous, c'est-à-dire vous vous occupez de ce vide détresse. C'est beaucoup plus, c'est moins marrant, c'est moins fun, j'avoue. Et c'est moins simple. On n'a pas forcément envie de se colter le vide ici, plutôt envie de partir là. Mais ce travail de construction de soi, c'est un travail vraiment, je pense qu'on le fait. Si vous en faites l'impasse, si vous en faites l'économie, vous aurez toujours des relations amoureuses un peu sordides qui se termineront, ou des deuils douloureux, ou des attachements de dépendance. Bon, ça va être toujours un peu compliqué dans votre vie. Le vrai travail, c'est un travail de retournement, on le dit tous. Hein, et même ceux qui vous vendent les histoires de retrouver votre ex, ils disent la même chose. Ils disent, vous allez vous changer intérieurement. Et se changer intérieurement, c'est se construire. Se construire, c'est faire face à sa solitude, c'est savoir se rendre heureux par soi-même. Voilà, c'est ça, c'est toujours les mêmes solutions. Hein. Alors, il y en a une qui me dit, mais je veux plus personne. Non, c'est pas une bonne idée. Arrêtez de souffrir, je veux plus croire à l'amour. Non, le jour où vous êtes, mais non, parce que passez pas de la dépendance à l'indépendance. L'indépendance, c'est à 180, je ne veux plus personne, je veux plus jamais souffrir. Bah, vous pouvez le faire un petit moment, le temps de revenir vers vous. Mais l'idée, c'est pas ça non plus. C'est pas de vous priver des histoires d'amour. Ça veut dire que quand vous allez être plus construit, quand vous êtes moins, avec plus de compétences de gérer ce vide affectif, ben vous tolérez mieux, ce que j'ai dit la dernière fois aussi, les allers-retours dans la fusion. C'est-à-dire, je suis heureux avec quelqu'un, c'est la cerise sur le gâteau, mais s'il n'est pas là, ou si pour une raison ou pour une autre, elle veut plus de moi, il n'est pas disponible, etc., je reviens à moi et je vais bien. Hein, c'est sortir du mendiant, c'est ça l'histoire. Je ne suis pas le mendiant, donc c'est passer du mendiant à l'empereur. Ça, c'est vraiment, c'est ce que je développe dans tous mes ateliers que je fais une fois par mois. C'est cette histoire de passage du mendiant à l'empereur, c'est l'amour de soi. Et l'amour de soi, c'est quoi? C'est juste se trouver soi, trouver ce qui nous fait du bien, trouver ce qui nous fait plaisir. Ça ne veut pas dire se passer d'une histoire d'amour. En aucun cas. Je n'ai jamais dit qu'il fallait se passer de quelqu'un. Mais c'est de ne pas faire une fixette en comblant son vide, en s'agrippant à quelqu'un. Donc ça nécessite d'avoir des moments de plein dans sa vie, indépendamment de l'autre. Et là, vous pouvez rentrer dans la fusion, sortir dans la glisser. Rentrer, sortir, rentrer, sortir. Et ça, je ne dis pas que ça s'acquiert en 2 minutes. Mais à force de rentrer et de sortir, vous allez trouver des manières plus fluides et moins une forme de détachement, mais qui n'en est pas. Parce que là, la proposition, c'est pas de se détacher complètement. Hein. Parce que là, c'est pas de partir en ermite. Non. Et j'ai un ami la semaine dernière, je l'ai mis sur mon Facebook, j'ai trouvé ça drôle, par rapport à récupérer son ex, là, qui me disait, si l'ex ne veut pas de vous, c'est qu'il a ses raisons, d'accord? Bon, elles sont bonnes, elles sont pas bonnes, en tout cas c'est les siennes. Bref. Donc, si vous, il disait, moi ça m'a fait rire, si vous voulez, si vous avez envie d'un gâteau très très bon que vous adorez, d'accord? C'est l'ex.
Vous allez dans une pâtisserie, la pâtisserie est fermée, l'ex est fermé, hop, il ne veut plus de vous. Est-ce que vous allez dans la pâtisserie en cambriolant et en forçant, en massacrant la vitrine? Non. Vous voulez votre gâteau, vous n'allez pas détruire la pâtisserie pour récupérer votre gâteau, sinon non, vous êtes... on attend toute la nuit que ça rouvre. Ben, t'attends la nuit que la pâtisserie rouvre. Si ta pâtisserie est toujours fermée, ta pâtisserie préfermée, parce que c'est le Covid, ta pâtisserie elle est fermée. Tu comprends, elle est fermée. Donc qu'est-ce que tu fais? Bon, est-ce que tu t'acharnes à attendre qu'un jour elle va rouvrir? C'est le truc de la stratégie de l'ex. Hein. Je veux récupérer mon ex, je vais attendre. Je vais mettre... Attendons, on va attendre 6 mois, 1 an, on ne sait pas. Peut-être qu'elle rouvrira un jour, peut-être bien que non. Et non, bah, tu veux un autre gâteau, alors tu vas aller chercher dans une autre pâtisserie. Mais tu forces pas la pâtisserie. Ou tu fabriques ton gâteau, ou tu vas chercher, ou tu choisis d'autres gâteaux, ou d'autres pâtisseries. Mais tu forces pas la porte. Parce que quand tu forces la porte, en général, plus tu forces et l'autre, moins il y est. Hein. Donc c'est toujours pareil, c'est vraiment une histoire, c'est marrant comme truc, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment symbolique, c'est une image. Et, forcer la porte de quelqu'un qui ne veut pas, vous pouvez essayer, amusez-vous à essayer, mais pendant que vous faites ça, vous ne faites pas autre chose. Et en plus, c'est oublier qu'il y a plein de personnes, on est quand même, à chaque fois je le dis, on est 6 millions, combien on est, combien 6 milliards, on est combien 7, 8, on est hyper nombreux. Hein. Il y a du monde. Bon, il y a du monde. En fait, on est hyper nombreux, on n'arrête pas d'être de plus en plus nombreux sur cette terre, on ne sait plus comment faire tellement on est nombreux. Donc, il y a la moitié d'hommes, la moitié de femmes, excusez-moi, hein, pour dire qu'il y en a qu'un qui est votre ex qui vous corresponde. Alors là, moi, je ne sais même pas comment on peut imaginer des trucs pareils. C'est incroyable, hein, ces histoires, on voit comment les gens sont attachés, mais attachés de manière... consistante, quoi. Et c'est celui-là, et c'est pas un autre, et c'est celui-là, et c'est pas un autre. Oui, parce que, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on est, on est des êtres de lien et on s'attache fort, d'accord? Et il y a des phénomènes de sécurité qui fait qu'on s'attache à une personne parce qu'on s'est senti en sécurité avec elle, et donc on s'est attaché de chez attaché. Et c'est souvent ces histoires de je veux mon ex et je veux pas autre chose. J'ai passé des bons moments, il m'a mis en sécurité, financière, affective, je sais pas quoi, et donc je m'agrippe et de chez je m'agrippe. Et je ne crois pas que je mérite autre chose, il n'y a pas d'abondance. Je ne crois pas qu'il peut y avoir d'autres personnes qui seraient merveilleuses sur Terre. J'imagine que déjà j'ai eu celui-là, oh là là, déjà c'est bien, il s'est intéressé à moi, on ne va pas demander plus. Hein. Il y a souvent des gens qui font ça. Hein. Souvent, bah oui, puisque la posture de mendiant, c'est ça, je me dévalorise. Donc si je suis celui qui cherche à s'acharner à récupérer l'ex, c'est que j'ai une tendance à être mendiant, c'est que j'ai une tendance à pas croire en moi, à pas me faire confiance, et donc, j'ai cette fâcheuse tendance à imaginer que je ne mérite pas mieux, et qu'il n'y en a pas 50 qui m'attendent là, juste dehors. Donc je me dis, ah oui, sur les sites, il n'y a rien, de toute façon, il n'y a personne, et puis je suis trop âgée, et puis de toute façon, machin, et puis ils sont tous nuls. Enfin, je peux toujours me raconter tout et n'importe quoi. Ah oui, on est en période de Covid, donc on ne rencontre plus personne. Il y a toujours des tas d'arguments qui vont venir rencontrer le mendiant en vous, c'est-à-dire la petite personne qui croit qu'elle est nulle et qu'elle ne mérite pas mieux, qu'elle ne mérite pas d'être aimée mieux que ça, ou qu'elle ne mérite pas de trouver autre chose. Voilà. Bon, alors, mais si, vous méritez tous les gâteaux de la Terre, il n'y a aucun problème. Les gâteaux sont à vous. Ils sont juste dans les vitrines, mais vous ne voyez plus les vitrines. Vous voyez que le gâteau que vous avez eu, et vous êtes obsédé par ce vieux gâteau qui est en train de pourrir derrière la vitrine. Et surtout, c'est surtout que ce vieux gâteau ne vous veut pas. C'est ça le problème. Si encore il vous voulait, bah, vous le saurez, mais il ne vous veut plus. Donc arrêtez de vous acharner, soyez libre, arrêtez de dépenser vos sous, ne dépensez plus rien et mettez de l'argent de côté pour acheter des vrais gâteaux. Voilà, ça sera peut-être plus intelligent aussi, ça va peut-être pertinent. C'est d'autant plus problématique que quand tu es en situation de mendiant, tu perds toute ta valorisation. Alors, ça fonctionne plus du tout. Ah ben ça c'est le fonctionne. serpent qui se mord la queue. Non seulement tu n'es pas sexy, parce que quand vous êtes en mendiant, vous n'êtes pas sexy du tout. S'il y a quelque chose qui n'est pas attirant, c'est cette posture-là. En plus, effectivement, tu te dévalorises, donc tu te trouves toujours encore plus nul. Tu te mets en dessous, tu idéalises l'autre, tu te désidéalises. Enfin, lui, il est extraordinaire et toi, tu es tout petit. Voilà, ça c'est vraiment un cercle vicieux, et c'est vraiment les bonnes manières de souffrir et toujours et encore. Et en plus, en entretenant l'espoir de trouver la bonne stratégie qui va vous permettre de trouver votre ex, vous augmentez, vous renforcez toujours ce machin. C'est une bonne manière de ne pas s'en sortir quand même. Hein. Et alors, dans une nouvelle relation, comment, justement, quand on a vécu ça, comment faire pour ne pas avoir peur de retomber dans ce...
Alors la question c'est, je sais jamais on t'entend pas. Si je redémarre une nouvelle relation, comment je retombe pas dans la fixette, c'est ça? Oui, oui. Dans la fixette de m'attacher, de m'agripper du mendiant. Oui, dans la posture du mendiant. Eh bien, si dans cette période, entre ces deux, entre les deux, tu as vraiment eu cette période de construction du moi, c'est-à-dire je sais me rendre heureuse, avec des choses extrêmement simples. J'augmente ma joie de vivre, mais avec plein de stratégies, pas la stratégie que amoureuse. Et que vraiment, tu as trouvé ça, c'est un trésor, hein. À ce moment-là, tu ne repartiras plus jamais dans des relations en posture de mendiant. Parce que tu sais que tu es en relation, c'est chouette, elle marche, c'est chouette, elle dysfonctionne, la pâtisserie est fermée, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que tu vas lâcher le mec pour la première raison. Mais tu ne vas pas t'obstiner si l'autre te rejette vraiment de manière ferme. Tu vois, tu mets de l'énergie au service de la relation si l'autre en met en réciprocité. C'est ça, hein, parce qu'il faut être deux pour être dans le... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, pas bon ça. Ah! Au secours, ça c'est le direct. J'éteins. Voilà. Ah, me revoilà. Vous revoilà. Donc il faut être deux pour être dans le bateau du couple. Il faut que l'autre mette autant d'énergie au service du couple pour dépasser les obstacles ensemble, pour être deux dans le bateau. Si vous êtes tout seul dans le bateau, ça ne peut pas marcher. Si vous mettez plus d'énergie que l'autre, ça ne peut pas marcher. Et en général, les histoires d'ex, là, si vous a largué, c'est qu'à un moment donné, il y croyait plus, en fait. Il a fait des reproches, il a critiqué, puis il s'est dit, non, ça sert à rien, j'arrête. Donc il était persuadé qu'il fallait mettre moins d'énergie que vous. Donc vous continuez à mettre de l'énergie, mais l'autre, il est parti du bateau. Vous êtes tout seul dans le bateau. Sortez vos rames, hein. Et ouais, il faut être deux pour être dans le bateau. Si l'autre, il est descendu du bateau, vous êtes tout seul. Ça, c'est pas possible, quoi. Et on ne peut pas décider à la place de l'autre de mettre de l'énergie dans le bateau. Vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas l'autre, vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. On n'a jamais le contrôle sur l'autre. On n'a le contrôle que sur soi. Vous n'avez pas le contrôle sur l'autre. Vous pouvez lui demander, lui dire, est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie? Est-ce qu'on peut faire de la thérapie de couple? Est-ce que tu as envie? Il a envie, il n'a pas envie. Il a envie, bah ok, bah faites de la thérapie de couple, faire des trucs à deux, enfin remettez de l'énergie dans votre couple. Mais il n'a pas envie, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à mettre de l'énergie dans le bateau, quoi. Donc quand vous voyez que vous êtes tout seul, il faut lâcher le... Arrêtez, hein, lâcher prise, quoi. Faites autre chose, hein. Ça, c'est dramatique aussi, hein. Je suis toute seule dans le bateau et je m'acharne. Il faut que l'autre y remonte, mais il est tombé à l'eau, l'autre. Non seulement il est tombé à l'eau, et en plus il nage en direction inverse. Donc il nage pas pour aller vers le bateau, pour monter sur le bateau. Donc là, secours, arrêtez, c'est un massacre, hein. Ah, et aussi autre chose, je voulais dire aussi un truc, c'est souvent il y a une croyance, ah oui, dans les modules justement sur récupérer votre ex, on vous dit, vous allez changer, et une fois que vous aurez changé, vous pourrez le séduire. Vous ne serez plus le même, donc voilà, vous serez attractif, séduisant, tatitata, rayonnant, machin. Alors, le changement, de nouveau, moi je suis thérapeute en plus, hein. Le changement, oui, puisque sinon je ne ferais pas ce métier. Mais le changement n'est jamais radical. On ne change jamais complètement, ça c'est pas vrai. J'ai dit je ne sais pas combien de fois, on ne change pas tout. On ne peut pas passer d'une personnalité à quelque chose d'autre. On aura toujours des stigmates de notre enfance, on aura toujours des limites, on aura toujours... on ne change pas tant que ça en réalité. On change un peu, tant mieux. Et c'est ça à la marge, d'ailleurs, le travail de thérapie, il régule sur la fourchette de résilience, hein. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on ne peut pas changer. Mais il y a des endroits où vous ne changerez jamais. Et quand vous regardez bien, si vous êtes honnête avec vous, vous allez voir qu'il y a plein de choses qui n'ont jamais changé, hein, dans votre disque dur. Il y a plein de choses que vous êtes les mêmes, hein. Voilà. Et d'ailleurs, et pourquoi? Parce que j'ai une copine hier, elle me dit, ah mais tu devrais écouter, il y a une chanson qui est géniale, j'adore cette chanson, elle m'a fait écouter d'ailleurs, c'est la chanson de Céline Dion, On ne change pas. Et les paroles sont de Jean-Jacques Goldman. Alors je ne suis pas chanteuse du tout, mais j'adore chanter. Donc je vais vous chanter une petite chanson. Je chante comme Dorothée, j'adore, ça m'amuse. Mais les paroles sont super, alors écoutez cette chanson après, c'est On ne change pas, et moi je suis tout à fait d'accord. On ne change pas tant que ça. On change un peu, certes, on change, je vous donne des pistes souvent, vous avez fait souvent du travail sur vous la plupart, voilà, vous avez trouvé qu'on change un peu, mais on ne change pas radicalement, on ne change pas tout. Et bien souvent, il y a des choses qu'on ne change pas du tout.
Et c'est ok de ne pas changer du tout. C'est pas gênant en soi. Mais si vous arrivez avec la croyance, l'argument, ah, je vais changer de plein de choses en moi, je serai tellement séduisant et je vais partir à la reconquête de mon texte parce que j'aurai tout changé en moi. Non, stop. Stop. Fausse route. On ne change pas tant que ça. Voilà. Et la chanson, c'est On ne change pas, la chanson de Céline Dion. Alors c'est... mais vous la connaissez, je suis sûre. Hein. On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. On ne change pas, une veste ne cache qu'un peu de ce que l'on voit. On ne grandit pas, on pousse un peu tout juste le temps d'un rêve, d'un songe, et les toucher du doigt. Mais on n'oublie pas l'enfant qui reste presque nu, les instants d'innocence. Quand on ne savait pas, on ne change pas. On attrape des airs et des poses de combat. Ça c'est vrai. On ne change pas. On se donne le change. On croit que l'on fait des choix. Ça aussi c'est vrai. C'est marrant parce que c'est tellement vrai. Mais si tu grattes là, tout près de l'apparence, tremble un petit qui nous ressemble. Bon bref, vous lirez les paroles et je trouve super. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est tout à fait ça. Hein. Alors, on a toujours un geste qui trahit qui l'on est, un prince, un valet, sous la couronne, un regard, une arrogance, un train d'un prince ou d'un valet. Voilà. Et c'est vraiment ça, on ne change pas, on met juste des costumes d'autres et voilà. On ne change pas vraiment en fait. Hein. On rêve de changer, mais au fond, on ne change pas tant que ça. Ça, c'est l'idée qu'on se fait. Et c'est très vendu aussi dans tous les trucs de développement personnel. Vous allez changer, en 10 leçons, vous allez changer, vous allez tout changer. Bon. On change un peu. C'est pas faux non plus, il ne faut pas non plus exagérer, je ne vais pas pousser à l'extrême. Mais moi, je suis souvent là en train de reprendre le contre-pied de tous ceux qui sont convaincus et qui vous affirment « Mais oui, vous allez changer, mais oui, je ne sais pas quoi », toutes les postures radicales où on dit « Mais oui, c'est sûr, avec certitude, je vous garantis, vous allez changer ». Moi, j'ai toujours tendance à prendre le contre-pied, à dire « Attendez, ce sont des mythes. Dès qu'il y a une certitude, méfiez-vous, questionnez-vous, remettez un peu les pendules à l'heure. On change un peu, on ne change pas tout. Et c'est tant mieux, c'est comme ça. Et c'est pas grave. Mais arrêtez de vous engouffrer dans des trucs de certitude où on affirme dur comme fer que si on veut, on peut. Il n'y a aucun problème. En faisant 6 amis, vous allez récupérer l'ex, vous allez vous changer comme une crêpe, vous allez devenir je ne sais pas quoi. Même l'histoire du mendiant et de l'empereur. Il y a des moments où vous allez devenir l'empereur et puis vous allez retomber dans le mendiant. Et c'est pas grave, mais vous serez moins mendiant qu'avant, qu'au tout début, quand vous avez pataugé dans la semoule dans les débuts. Quand vous avez fait des expériences très douloureuses, à un moment donné, on apprend. Et d'ailleurs, l'histoire de l'ex, c'est aussi un peu ridicule. Vous voulez récupérer votre ex, mais dans la vie, vous faites des expériences, vous avancez, vous ne reculez pas. La vie, c'est pas de reculer. De temps en temps, on fait des reculs, mais on ne peut pas reculer. Vous n'allez pas reculer dans le ventre de votre mère non plus. Parce que récupérer son ex, c'est un peu l'histoire de retourner au chaud. Hein. Mais dans les moments où c'était bien, mais tu ne vas pas retourner. Tu dis, bah, c'est comme si tu me disais, je veux retourner dans le ventre de ma maman. Bah, ça ne va pas être possible, hein, parce que dans le ventre de ma maman, c'était chaud, c'était bien, c'était top et tout. Mais non, dans la vie, on avance, on évolue, on va vers l'avant. Donc, on ne change pas tout, mais on peut quand même apprendre des choses, évoluer, aller de l'avant. N'allez pas de l'arrière. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, les gens qui ont récupéré leur ex, qui ont fait des allers-retours, il y a des gens qui font des allers-retours avec leur ex. Des fois, ils font des... Et je me suis séparée, je me suis remis avec. Et je me suis reséparée, et je me suis remis avec. Et je me suis... Scène 1, acte 2, scène 3, acte 4... Voilà, bon, ils s'amusent, hein. Il faut bien s'amuser, passer son temps à faire quelque chose, hein, pourquoi pas. Mais bon, c'est souvent violent, il y a souvent de la désorganisation, du chaos, ils n'ont pas l'air très heureux, ça n'a pas l'air très chouette tout ça. Et puis au final, ça finit par être casse-gueule, parce qu'ils souvent ils finissent par se séparer avec violence, soit en détruisant l'autre, soit en se détruisant. Enfin, il y a souvent de la violence dans des trucs comme ça. C'est passionnel, mais c'est violent. Et donc je ne suis pas sûre que ce soit une très bonne idée de faire je récupère mon ex et je le reprends, et je le récupère et je le reprends, et là, bon, on va de l'arrière, quoi. Vous pouvez, hein, si vous voulez vous amuser à ça, si vous n'avez rien d'autre à faire que de vivre des trucs d'addiction à l'intensité, avec des shoots amoureux, passionnels. Tant que vous ne vous faites pas souffrir et que vous ne vous autodétruisez pas, moi ça va, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais le problème, c'est l'autodestruction. C'est soit vous devenez violent sur l'autre, soit vous devenez violent sur vous. Et ça, c'est pas une bonne idée. Donc, je renvoie sur la conférence sur les conduites dangereuses sur soi, j'ai fait sur les conduites à risque.
Et ça fait partie des conduites à risque. Et à mon avis, vouloir absolument s'acharner à récupérer son ex, déjà, ça part d'un endroit où vous êtes plutôt en danger sur vous-même. C'est-à-dire que vous allez tellement mal que vous vous agrippez comme un malade sur l'ex. Donc déjà, ça, c'est plutôt une conduite dangereuse sur soi. C'est pas très doux avec soi. C'est une manière d'être violent avec soi. Hein. Si vous mettez de la douceur sur vous, vous allez apprendre à mettre de la douceur dans votre vie. C'est pas l'ex, il n'y a rien à voir l'ex là-dedans. Donc être doux, être bienveillant, accueillir sa détresse, accueillir la petite personne qui va mal, accueillir sa solitude, c'est mettre de la douceur dans sa vie, trouver des ressources, le mimosa il sent bon, enfin je sais pas, mettez de la gaieté, de la ressource et de la douceur sur soi. Hein, et c'est pas des trucs violents, quand vous êtes dans des histoires violentes, passionnées, déchaînées, où vous tapez dessus, excusez-moi, il n'y a pas de douceur. Hein. Donc avec ça, vous n'allez pas aller bien loin. C'est un regard que je pose, mais bon. Des fois, je suis un peu directe, mais bon. Voilà. Oh là, je vois que ça, hein, c'est écrit. Pour le moment, les biscuits que je grignote n'ont pas le goût du beau gâteau. Bon, pas grave. Et oui, des fois, il y a des beaux gâteaux et des fois, il y a des gâteaux moins bons, mais c'est pas grave. Ah si l'acharnement paye, mais tant mieux pour vous. Mais si ça marche, mais moi, je suis très contente que vous soyez heureux. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Et il se peut que, effectivement, il y a des fois, vous récupérez l'ex et tout va mieux dans le meilleur des mondes. Si et seulement si l'ex est d'accord pour faire un travail d'évolution sur lui, je rappelle. Parce que si lui ne fait pas de boulot et que vous avez vachement bossé sur vous, il va y avoir un décalage de travail qui a été fait. Et en général, ça ne marche pas très longtemps. Voilà. Mais si vous êtes très heureux avec votre ex... Alors, j'ai quitté mon copain il y a 2 ans, quand je suis bien avec un autre, mais mon ex veut toujours revenir avec moi. Ça me remet toujours dans le doute parce que c'est vrai qu'il me manque. Voilà, ça c'est les cas classiques ça. Donc je suis avec un autre, mon ex veut me récupérer, c'est pas moi qui veux récupérer, c'est l'ex qui veut me récupérer, et j'aime bien l'ex d'avant. Mettez-vous dans mettez-vous dans un couple ouvert, vous allez régler le problème. Non, je plaisante, mais pourquoi pas. Là, vous êtes dans des contrats d'exclusivité, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit d'être qu'avec un à la fois. Donc, vous êtes obligé de choisir. Et oui, c'est comme ça. Donc, tant que vous êtes dans des contrats d'exclusivité, vous êtes obligé de choisir un et de lâcher l'autre. C'est comme ça. Et il vous manque, et vous ne pouvez pas faire mieux que de fantasmer sur l'ex. Vous n'avez pas le droit, c'est interdit par la loi que vous vous êtes fixé, c'est d'avoir le nouveau et de revenir sur l'ex. C'est pas permis, parce que vous êtes dans un contrat de fidélité et d'exclusivité. Donc, soit vous êtes orienté sur la sécurité, et donc vous gardez des contrats d'exclusivité, vous faites des choix, vous n'avez pas le droit de retourner à l'ex, soit vous lâchez ces histoires de contrats d'exclusivité, et vous dites à votre nouveau compagnon, écoute, moi je t'aime, je tiens à toi, mais je tiens à mon ex aussi, j'ai envie de retourner avec mon ex, t'es d'accord, t'es pas d'accord, et si t'es pas d'accord, moi je veux quand même retourner avec mon ex. Mais ça c'est un positionnement il faut risquer le départ de votre nouveau. Bon voilà. Donc il y a plein de manières de voir les choses. Quand vous êtes vraiment positionné en assumant vos choix, vos goûts, etc., vous risquez de perdre les autres et d'en gagner d'autres. Mais c'est sûr que là, dans la configuration d'avoir pris un nouveau et un nouveau en exclusivité, c'est sûr que l'ex, que tu veux retourner à l'ex, tu risques pas de... ça va pas marcher. C'est juste pas possible. Hein. Non, ça va pas marcher. Voilà. Entre le gâteau et le bateau. Je m'y perds un peu. Ah oui, c'est... Le bateau, c'est le bateau du couple, je répète. Le bateau, c'est le bateau du couple, c'est-à-dire on est à 2 dans un bateau et il faut que les 2 mettent de l'énergie. Le gâteau, c'est le gâteau qui est convoité, c'est l'ex qui est toujours derrière ta vitrine et que tu veux récupérer. Mais la vitrine, la porte de ta pâtisserie, elle est fermée. Tu vas pas forcer la porte, c'est ça que je disais. Voilà, bon, faut me suivre. Tu choisis ton gâteau et tu ne danses pas. Bon, on se marre bien en attendant. Hein. Alors, et que dire d'un ex qui, avant d'être un ex, vous a couru après pendant 4 mois, et quand vous avez couché avec lui, il se sauve et sort du bateau. Bah oui, ça c'est classique, ça. Parce que vous êtes... Ça, c'est des personnes qui sont attirées en mode séduction. Mais une fois qu'il vous a, il vous l'encombrez. Voilà. Bon, c'est les gens qui n'ont pas tellement envie de... Ouais, qui sont plus dans le rêve. Je fantasme
de la personne. Tant que je rêve de l'idée d'avoir l'autre, ça m'excite, voilà, je suis addict à mon rêve. Mais une fois que le rêve descend dans la réalité, je suis encombrée. Hein, j'en veux plus, au revoir. Revenons au rêve. Ça, je l'ai déjà développé dans l'histoire du prince charmant. Hein. Il y en a plein qui préfèrent rêver du prince charmant que de le voir dans la réalité. Parce qu'une fois qu'il est là, bon, on fait quoi maintenant? C'est moins fun. Qu'est-ce qu'on fait de ça justement quand c'est dans cette situation? Eh ben, il y a deux manières de gérer. Hein. Soit tu assumes le fait que tu préfères rêver et tu es consciente de ce phénomène. Et donc tu continues de jouer au rêve. Tu lis Madame Bovary, tu t'éclates dans les romans. Tu joues un personnage de roman, mais tu préfères les rêves et tu le sais. Tu préfères la fiction. Donc tu sais que dès que l'autre... Bah, tu fais comme ce mec-là. Hein. Donc dès que tu redescends dans la réalité, tu préviens l'autre pour qu'il soit averti quand même. Tu lui dis, ouais, je préfère le rêve. Ou alors on va jouer une grande histoire, machin, mais bon, ce n'est qu'un jeu parce que moi, une fois que tu es là, tu comprends ta brosse à dents, je la mets tout de suite près du départ. Je veux pas que ta brosse à dents chez moi. Hein. Donc, mais tu es au courant que tu préfères le rêve à la réalité. Soit tu l'assumes, ben, soit tu te tapes la réalité. Et la réalité, c'est toujours moins drôle. Hein. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des moments sympas, des moments où tu vas t'ennuyer, des moments où tu vas te prendre la tête, des moments, voilà, il y aura des tensions. Ça fait partie du chantier du couple, ça, hein, la réalité. Voilà. On ne peut pas prendre que le bon dans la réalité. Il y a le bon et le moins bon, puisqu'on est dans la dualité. Donc assumer la réalité, partir dans le réel, ça veut dire faire couple. Et faire couple, ça veut dire se taper le bon et le moins bon. Et tu n'as pas trop le choix. Après, l'invitation ici, hein, en tout cas ce thème que je développe, c'est de ne pas partir en mendiant. Quand il y aura des obstacles, tant que tu es au début, c'est plutôt sympathique et tout. Et quand il y a des obstacles qui arrivent, c'est éviter cette posture du mendiant qui est « je ne sais pas me rendre heureuse par moi-même » quand tu n'es pas au rendez-vous. Ou quand tu ne réponds pas à mes attentes, quand tu n'es pas au rendez-vous. C'est surtout ça, la rechute, elle est là. Donc, c'est ça qu'il faut anticiper. Mais tu vas le sentir, hein, quand tu es bien dans tes baskets, tu te sens aligné, tu es beaucoup moins perturbé par l'autre ou les autres, en fait. Ouais. Et on ne peut pas être toujours sur le haut de la vague. Tu peux pas être toujours... Ça, c'est pas possible. On ne peut pas être tout le temps up, quoi. Il y a des moments où on redescend. C'est normal, on a un moral qui en chute. Bon, vous avez des choses à dire? Bonjour. Une relation amicale est-elle possible avec un ex? Bah oui, bah pourquoi pas? C'est quoi le problème? Il y a des ex qui... ça dépend des personnalités. Il y a des personnes qui, quand elles rompent, alors elles ne veulent plus jamais avoir affaire à vous. Déjà, c'est pas plus mal pour faire un deuil de plus en entendre parler, parce que pour faire un deuil en ayant toujours l'ex dans les pattes, c'est pas évident. Mais si c'est vraiment difficile pour vous et que vous avez du mal à faire un deuil et que vous voulez passer à autre chose, c'est à vous de faire silence radio et de pas être en amicalité pendant un certain temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas y retourner après, mais il y a des personnes qui ont du mal à faire des deuils. Donc là, il vaut mieux arrêter l'amicalité. Et il y en a qui ont des facilités à faire des deuils et qui peuvent rester amis, il n'y a pas de souci, qui sont amis avec tous leurs ex. Moi, c'est mon cas, sauf ceux qui ne veulent pas être amis avec moi, mais sinon, voilà. Donc c'est à vous de voir si c'est facile ou pas de rester amis ou pas. Si c'est trop compliqué pour vous et que vous n'y arrivez pas et que ça vous met des bâtons dans les roues, lâchez l'affaire. Ne vous faites pas souffrir. Ça ne sert à rien. On revient à arrêter de vouloir récupérer son ex. Si vous n'y arrivez pas, restez pas en amitié. L'amitié, ça peut être une stratégie aussi de ne pas lâcher. Hein. Et alors là, vous passez en mode je reste ami, en mode mendiant, quoi. Je reste ami avec toi, c'est mieux que rien. Alors que l'autre, pendant ce temps-là, il est déjà passé à autre chose. Horrible, le truc horrible. Non mais c'est horrible. Quand vous pensez que vous êtes à 3 miettes, vous prenez ta miette, pendant que lui ou elle, il est là déjà en train de refaire sa vie, d'avoir d'autres plans et tout, ça sert à quoi là? Vous n'avez pas mieux autre chose à vivre que de rester là avec 3 miettes là? Hein? Bah ouais, mais c'est la posture de je mérite pas mieux, tu vois. C'est ça le problème. Mais si, ok, bon, tu peux être là-dedans. Sauf si tu es dans l'amitié et que tu as plaisir à être en amitié. Mais pendant ce temps-là, t'es pas, si c'est là en attente, suspendu à ses lèvres et que tout va bien pour toi. Là, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que vous êtes en amitié,
et que la relation, elle a eu un début et une fin, et que vous êtes partis chacun, ça y est, la relation elle est finie, et chacun repart sur son histoire, quoi. Tu vois, il n'y a pas d'attente. Le problème, c'est l'attente. Tant qu'il n'y a pas d'attente, c'est super, il n'y a pas de problème à être en amitié. Et si tu es en attente, qu'un jour peut-être tu vas la récupérer, qu'un jour peut-être, nanana, et que tu prends les 3 miettes d'amitié, on est toujours dans la stratégie de récupérer l'ex. Pendant ce temps-là, tu fais pas autre chose. C'est toujours une stratégie. Et toute stratégie, ça reste une stratégie. On n'est pas sur le besoin. Derrière les stratégies, il y a des besoins à couvrir. Donc quand vous voyez que vous partez en mode stratégie, ici c'est l'amitié, regardez quel est le besoin qui n'est pas nourri derrière. C'est beaucoup plus intéressant et plus profond d'aller à la source que d'aller rester scotché à la stratégie. C'est le vrai travail, c'est je vois que je suis en mode stratégie ici, c'est l'amicalité. Pourquoi je veux rester en amitié? Qu'est-ce que je vise? Je vise à rester en amitié pour le récupérer. Ouais, c'est vraiment une stratégie, hein. J'ai pas trouvé autre chose, non, pas trouvé mieux. Donc, quel est le problème chez moi? Le problème chez moi, c'est que si j'ai pas l'ex, je suis, ça y est, je repars dans le vide, j'ai l'impression que je m'en sortirai pas, que toute seule, je sais pas, il y aura jamais personne, je vais finir toute seule, moche, vieille, en me santé, que ça. Chose comme ça. Donc je reviens à moi, et je reviens à l'origine, à la source du problème. Et la stratégie, ça reste une stratégie. Et les stratégies, il y en a toujours plein. Il y a toujours plein de stratégies, il n'y a pas qu'une stratégie pour nourrir un besoin. Donc, voilà. Ouais, t'en penses quoi de cette histoire? Parce que l'amicalité, oui, pourquoi pas? Moi, je ne sais pas, je suis restée toujours avec tous mes ex, je n'ai pas de raison de me fâcher. Pourquoi tu veux qu'on se fâche? Quand on est en amour et qu'on a aimé quelqu'un, d'abord, il n'y a pas aucun intérêt à le descendre par la suite, à dire que il était complètement nul puisqu'on l'a aimé. Donc, puisqu'on l'a aimé... alors là, on se fait du tort à soi-même en disant qu'il était complètement nul. Attends, tu n'avais pas besoin de le choisir à ce moment-là s'il était complètement nul. Si tu l'as aimé, c'est que tu étais responsable d'avoir mis de l'énergie dedans. Ça veut dire qu'il était dit d'être aimé selon toi, hein, déjà d'une part. Donc je ne vois pas pourquoi d'un coup il devient complètement nul. Et d'une part, donc pourquoi l'amitié serait pas... C'est une forme d'amour, l'amitié. Mais c'est pas un couple. C'est pas en couple. Donc ça veut dire qu'il y a de l'espace pour faire autre chose ailleurs. Tu n'étais pas bloqué dessus, quoi. Voilà. Alors comment ne pas rechuter, c'était ça ta question? Comment ne pas rechuter si jamais tu te retrouves face à... Mais rechuter dans le sens envahi par l'ex ou envahi par... quand tu vas rencontrer l'ex, c'est ça? Oui, c'était la question. Envahi dans les pensées après. Ouais. Si tu le rencontres par hasard dans la rue? Oui. Ah non, ça peut être par hasard. Mais... Enfin, tu rencontres l'ex. Bon, vous donnez... Alors ça aussi, c'est une bonne question. C'est la question, j'ai pas vu mon ex depuis combien de temps à peu près? 6 mois. 6 mois. Je l'ai pas vu depuis 6 mois. Et là, on s'est donné rendez-vous pour... comme ça. Oui. Pour faire un point. Non, pour se donner des nouvelles. Pour se donner des nouvelles. Bon, voilà, on se revoit, on a lâché l'affaire pendant 6 mois, on se revoit. Et donc, il peut y avoir de l'espoir. Il peut y avoir de l'espoir ou la peur de rechuter dans un truc d'envahissement. Merde, je vais être de nouveau envahie. J'étais envahie pendant, je sais pas, des mois. Donc, si je le revois, ça va me remettre en branle ce qu'on appelle le cœur, enfin, mon cœur qui saigne, l'envahissement que j'ai eu, toute la difficulté que j'ai eue à faire le deuil, quoi. Et donc, ouais, il va y avoir un moment certainement où ouais, c'est lui, waouh, ouais, trop bien, il est merveilleux, émerveillé, qu'est-ce qu'il est bien, comme je l'ai aimé, c'est tellement... Oui. Il y a un moment comme ça, c'est obligé. Mais oui, il y a un moment de waouh, c'était tellement... Ben oui, parce que si tu as souffert si fort, c'est que tu l'as idéalisé. Donc cette idéalisation, elle est toujours un peu présente quand même. Donc tu vas voir arriver devant toi, peut-être là, qu'est-ce qu'il était bien, c'était trop chouette et tout. Bon, ça c'est le truc, l'oukumisation, tu vois. Et bien après, mais après, à toi de revenir sur toi en disant oui, mais d'accord, mais n'oublie pas qu'il y avait ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas, ça qui n'allait pas, etc. Et qu'entre-temps, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses qui m'épanouissaient, qu'il n'y avait pas que lui, quoi. Il n'y avait pas que cette histoire d'amour, il y avait plein d'autres choses qui ont fait que ma vie est belle. Ça veut dire qu'entre-temps, tu t'as appris à te rendre la vie belle et à ne pas être dépendante d'un homme. Entre-temps, tu as fait ce boulot. Et si c'est pas le cas, et ben tu risques d'être là, mais tu risques de vouloir le récupérer en disant avec lui, alors il va te donner des nouvelles. Demande-lui à ce moment-là.
à demander la vérité. Tu es avec quelqu'un d'autre ou tu es passé à quelqu'un d'autre ou tu serais intéressé par retourner avec moi. Il faut mettez les choses vraiment au clair. Pourquoi est-ce que je dis de parler direct et franchement? Parce que plus vous vous positionnez clairement, plus l'autre se positionne. Ça l'oblige à se positionner clairement. Plus tu joues l'autruche, genre la fille. Ah, mais peut-être que. Alors qu'est-ce que tu fais? On parle de la pluie du beau temps, mais on parle tout, sauf de qu'est-ce qu'on vient. Pourquoi on a cet entretien? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce que je vise? Qu'est-ce que j'aimerais? Quel est l'objectif de cet entretien? En tout cas, le mien. Moins tu décèles tes intentions, moins tu dévoiles tes intentions, plus tu restes dans le flou et plus tu vas entretenir l'espoir qu'un jour peut-être. Plus tu te positionnes en disant écoute, moi je suis toujours intéressée par toi, mais pas à n'importe quel prix. Voilà. Si toi tu l'es pas, bah écoute très bien, ok, bah bon, moi c'est clair, je vais passer à autre chose. Je vais pas passer mon temps à t'attendre, mais au moins tu sauras son positionnement. Est-ce que lui est prêt à remettre de l'énergie dedans ou pas? Ou pas? Parce que s'il te dit non, bah au moins tu vas pas être là. Plus il se positionne, mais tu sais où t'en es. T'es pas là dans le flou artistique en train d'entretenir l'espoir. Le pire c'est l'espoir. Et c'est le flou. C'est comme ça qu'on est envahi, c'est dans l'espoir. Quand t'as pas d'espoir, et je dis souvent à mes patients, je dis, et si jusqu'à la fin de votre vie, vous saviez que définitivement votre ex ne reviendrait jamais dans votre vie. Jamais, jamais, au grand jamais. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Je me suicide, suicidez-vous. Vous faites quoi? Je vais vous lâcher, que s'il ne revient jamais. Ça va quoi? Voilà. Donc plus tu es au courant de ses intentions, et plus ou moins tu vois plus clair, et plus tu avances ou tu recules, mais tu avances ou tu avances, tu vas pas reculer. Mais il ne faut pas avoir peur d'avoir la vérité. Si vous avez peur, voilà. Vous risquez fort repartir en mode mendiant. Avoir pas peur, même pas peur. Pas peur. J'avais une amie qui disait quelles sont tes intentions pour démarrer l'entretien. C'est comme au boulot. Ouais. Quelles sont tes intentions? À partir de là, c'est plus serein. Bon, il te dit non, j'ai pas d'intention particulière ou j'ai pas du tout d'intention. Tu sais où aller. Et après, ce que je me dis, c'est que la nature a horreur du vide. Donc, quand tu as décidé de finir avec une ex, c'est douloureux, tu as mis du temps, tu n'as pas compris, tu étais inconscient, tu étais amoureux, tu étais tout ça. Puis finalement, tu t'aperçois qu'à partir du moment où tu as vraiment fait la coupure, je pense à toi, tu vas voir que, comme la nature a horreur du vide, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et ça, je peux te dire, ça marche. Oui. Ça marche. Et puis d'autant plus que quand tu arrêtes, en fait on a toujours besoin de se distraire. Dit autrement, c'est l'esprit a besoin de se distraire. Si tu places ton attention sur d'autres champs de distraction que ton ex, tu vas te distraire avec autre chose. Mais c'est vrai que comme au boulot, en fait, des entretiens, ça c'est des entretiens comme au travail. Quelles sont tes intentions? Tu vises quoi? Quel est ton objectif? Oui, tu travailles, tu as bien l'habitude de faire des entretiens ou des réunions, mais c'est la même chose. Tu vises quoi? On est là pourquoi? Voilà. Tu veux obtenir quoi? T'attends quoi de moi? Des trucs comme ça. Alors oui, il y a quelqu'un qui me dit mon ex est depuis le Covid et ma belle est indispensable. Mon ex est ex depuis le Covid et ma belle est indispensable. 30 ans de contrat, 3 enfants. Il y a des histoires comme ça. J'ai plein d'histoires comme ça où il y a des personnes qui me consultent avec pas des ex de 6 mois, d'1 an, mais des ex de 30 ans. Mais des trucs abominables, ou par le Covid ou par le Covid, enfin bon, il y a un moment donné, il y en a même un qui me consulte en ce moment, c'est horrible son histoire, c'est, de 20 ans, 15 ans, enfin une histoire très forte, il a tout mis, c'est un altruiste, donc les altruistes, ils mettent tout d'eux, l'argent, il a entretenu, enfin bon bref, et puis il a payé sa maison, enfin bon bref, et la nana, elle se barre avec un autre, mais en 2 temps 3 mouvements. Mais vraiment, comme ça, du jour au lendemain. Puis en plus, SMS, sans parler, rien du tout. Ah oui, un truc horrible. Et en plus, elle fait un gosse avec son nouveau, alors qu'elle disait qu'avec lui, elle n'en voulait pas. Et qu'elle a dit qu'elle n'en voudrait jamais. Enfin, un truc abominable, quoi. Et lui, il focus sur le chien qui dormait entre eux. Et que maintenant, le chien, il dort... c'est le truc traumatique, quoi. Il dort avec le nouvel amant. Voilà. Mais bon, ça, c'est l'image traumatique de la trahison que la nana est du jour au lendemain avec un SMS, alors que c'était soi-disant l'homme de sa vie, ça faisait 15 ans, 20 ans qu'ils étaient ensemble. Bon, donc il y a des histoires comme ça, effectivement, où du jour au lendemain, l'autre, il part sans crier gare. Mais alors, c'est là où
La personne, elle est hyper mal parce qu'elle s'y attend pas. C'est complètement imprévisible. Elle a donné aucune information parce qu'il ne faut pas croire que l'autre, il part comme ça. Hein. Elle est partie parce qu'elle avait déjà... il y avait plein de choses qui n'allaient pas mais qu'elle ne disait pas. C'est évident hein, parce qu'on ne part pas comme ça du jour au lendemain. Donc ce sont des personnes qui ont du mal à se mettre en vérité et à dire ce qui ne va pas dans le couple. Et donc elles accumulent elles font une checklist de tout ce qui ne va pas. Et puis dès qu'elles trouvent quelqu'un d'autre, hop là, au revoir, ciao, bye bye. Mais bon, c'est un peu naïf. La personne, enfin cet homme qui est relationné avec cette femme, il n'avait pas vu le vent venir parce que c'était une relation qui n'était pas en vérité. Donc forcément, toutes ces relations où on ne se dit pas grand-chose, on parle de la pluie du beau temps, on se dit que tout va bien, qu'on est les meilleurs, que tu es beau, que tu es gentil, que tu es ceci, mais on ne dit pas du tout ce qui ne va pas, ou on le dit très peu, forcément, à force de rien dire, elle est partie, ça doit être une planquée, elle est partie en sous-marin. Mais ah oui, il y a aussi le livre que j'ai écrit là, sur Quel amour êtes-vous, qui définit et qui décrit les profils de personnalité, ça aussi ça peut être une aide. Parce que quand vous avez compris les profils de votre ex, ça vous aide à comprendre de l'endroit d'où ça part, qu'elle n'a pas pu ici faire autrement que de se barrer comme ça en 2 temps 3 mouvements. Les planqués, qui est le profil en fait masochiste, hein, moi je l'ai appelé le planqué de l'amour. Vous regarderez pour ceux qui n'ont pas suivi, qui cache et qui n'ose pas dire la vérité, qui dit que des choses arrangeantes, conciliantes, c'est pas étonnant. Si vous comprenez que vous pouvez même pas regretter, c'est un fonctionnement comme ça. Donc c'est pas du tout étonnant que cette personne elle se soit barrée en 2 temps 3 mouvements parce qu'elle ne peut pas faire autrement que de partir comme ça. Voilà. Bon. On ne peut même pas leur en vouloir. Mais n'empêche que bon, après évidemment c'est souffrant parce que comme vous ne saviez pas, vous aviez affaire à un planqué de l'amour, une planquée de l'amour, vous ne pouviez pas imaginer qu'il y avait le 1/4 des choses qui n'étaient pas dites. Parce que voilà, il y a plein de gens qui sont dupes comme ça. Ça arrive très souvent, ça. Combien de fois, les gens, mais ils ne se rendent même pas compte que l'autre fonctionne comme ça, ils ne le voient pas, et donc après, ils sont tout étonnés, tout surpris. Ah il m'a quitté. Ah oui, après 30 ans, ça arrive. Donc, il y en a qui quittent, mais ça faisait un moment que ça traînait dans leur tête. Hein. Faut juste, il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient, qui n'allaient pas, et d'un coup, ça ne leur prend pas comme ça d'un coup. Hein. Donc, c'est pas cool pour celui qui subit, parce qu'il ne s'y attend pas, et donc il subit, c'est le mot subir, donc c'est horrible, des séparations on subit comme ça, et c'est là où justement, pour être libre, il va falloir faire tout pour arrêter de vouloir récupérer son ex, et surtout pas récupérer son ex. Et c'est là il faut faire le vrai travail d'être libre, d'accéder à une forme de liberté qui est de gagner en indépendance, c'est-à-dire d'arrêter d'être agrippé, accroché à qui que ce soit dans la vie, même si c'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, même si pendant 30 ans, elle était là tout le temps, justement, il y a un vrai travail de croissance à faire. Je pense que c'est des situations qui sont extrêmes et paroxystiques et très douloureuses, des deuils douloureux comme ça, et qui sont des situations où vous pouvez vraiment passer du mendiant à l'empereur. Et vous ne pouvez même pas imaginer aujourd'hui, quand vous êtes dans la souffrance, qu'après coup, après un travail sur soi, qui est vraiment un travail de retour à soi, eh bien, vous serez complètement différent que pendant la période des 30 ans où vous avez été avec cette femme, et que vous serez vraiment un diamant, quoi. Enfin, quelqu'un d'autre. Et ça, vous ne pouvez pas l'envisager quand vous êtes dans le tunnel. Hein. Quand vous êtes dans la période de deuil, vous pouvez juste être dans « je veux cette femme, je veux récupérer ma femme, je veux récupérer ma femme ». Il n'y a même pas l'idée que ça pourrait être différent. Et ça, c'est normal. Parce que le cadeau du deuil, c'est toujours à la fin du deuil. Ce qu'on appelle le cadeau, c'est la dernière étape du deuil. Et en général, quand on est dans les étapes du deuil, on ne voit pas le cadeau. On ne peut même pas l'envisager. Mais ça arrive qu'à la fin. Donc après, je vous renvoie sur les étapes du deuil d'Elisabeth Kubler-Ross, qui a très bien défini les étapes. Donc il y a 5 étapes dans le deuil. Vous reverrez ça. Mais c'est normal que dans les étapes du deuil, c'est douloureux. On ne peut pas faire l'impasse d'un deuil comme ça. Ça ne prend pas 10 ans, ça prend un certain temps. Il faut le faire, c'est un vrai travail. Et c'est un travail qui mène à un cadeau à la fin. Ce cadeau, vous ne pouvez pas le voir tant que quand vous êtes juste au moment de la rupture, ou 3 semaines, ou 1 mois, 2 mois. Faites-vous accompagner dans ces cas-là pour aller revenir vers vous et travailler sur ce vide. Hein, parce que c'est ça qui vous guette, c'est le vide, l'angoisse, la dépression et la trahison qui est... je ne m'y attendais pas, elle ne m'avait pas raconté que ça allait mal, donc je ne m'y attends pas du tout. Et oui, mais je vous rappelle que ça ne s'est pas déclenché comme ça, vous ne l'avez pas vu venir.
Mais il y avait aussi un profil de personnalité derrière qui a fait que cette personne ne pouvait pas se comporter autrement que comme elle l'a fait. Donc c'est aidant de comprendre les profils de personnalité pour, dans les futures relations, décoder avec qui vous êtes et mieux cerner le personnage qui est en face. Voilà. Ça c'est aussi quelque chose de très important. Alors, ok. Oh, bah, il est déjà très bien. Voilà. Sans désir de part et d'autre. Non, mais ils discutent sur les trucs de mimosa. Moi, je veux bien. Moi, pourquoi pas? Et d'avoir un schéma répétitif avec les ex, qui est souvent un échec. Il est préférable de changer de pâtisserie ou de manger autre chose, des fruits. Il faut travailler sur les schémas répétitifs, mon garçon. Hein. Et donc je fais des ateliers sur les schémas répétitifs. Bah oui, mais il faut déjà déconstruire les schémas répétitifs. Ah ouais, s'ils se répondent entre eux, c'est bien. Mon ex-mari, vous répondre. Oh là là. Bon, bah écoutez, une séparation se vit comme un deuil. Plus on s'accroche à un hypothétique, plus on souffre. Oui, ça c'est vrai. Une séparation se vit comme un deuil. Plus on s'accroche à un hypothétique retour en arrière, plus on souffre. Plus on accepte l'inacceptable, la réalité, plus rapide est le temps du deuil, tout à fait. Tout est dans le lâcher-prise, en se centrant sur soi, en rassurant son enfant intérieur qu'il y aura de belles choses à vivre. Oui, c'est ce que j'ai dit tout le long de cette conférence, merci de le redire. C'est sûr. Et le plus difficile, c'est le lâcher-prise. Et le lâcher-prise, c'est pas par là, de nouveau, on peut vouloir lâcher prise, ça ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. Parce qu'on ne peut pas lâcher prise. On est envahi par l'autre, par l'ex, on ne peut pas lâcher prise, ça ne lâche pas comme ça. C'est un travail, je dirais, dans la dentelle, c'est un travail de persévérance. On va effectivement se mettre en contact avec son enfant intérieur, aller le consoler, aller se rassurer, aller contenir ce vide dont j'ai parlé, ce vide détresse. C'est un travail de tous les jours, de tous les moments. Voilà, c'est trouver de la joie dans la vie et tout ça. Et il y a un moment, il y a un temps où ça ne va pas se faire comme ça. L'idée, l'intentionnalité, elle est bonne, mais le lâcher-prise, ça ne se fait pas comme ça. Pas lâcher comme ça. Voilà. Mais plus vous aurez fait du travail sur vous, et plus ça lâchera de plus en plus vite. Ça ferait des deuils beaucoup moins longs. Ça, c'est sûr. Et plus vous aurez l'impression que ça lâche, mais ce n'est pas vous qui faites quelque chose, c'est que ça lâche de plus en plus vite. Et c'est l'expérience. Donc il faut passer par des expériences, et des expériences de souffrance qui sont légitimes. Ce que je vous dis, on est tous plus ou moins dépendants, on s'attache plus, c'est normal de s'attacher, donc c'est normal de souffrir, on a tous fait plus ou moins des traumas d'insécurité dans l'enfance, donc tout ça c'est légitime, ça a sa place, et donc on est aussi des êtres de résilience, donc on a tous à vivre des épreuves de détachement, de souffrance, de deuil, on apprend aussi en faisant ça, sans se faire... Voilà, après faites-vous aider, si vous souffrez trop, c'est pas la peine de rester dans la panade et arrêtez de vouloir récupérer votre ex à tout prix parce que c'est une stratégie qui renforce la souffrance. C'est parce que vous voulez pas le lâcher que vous entretenez l'espoir et parce que vous entretenez l'espoir que ça vous coûte cher au final. Parce que là, vous faites pas de deuil du tout, c'est une catastrophe. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet le sujet de l'âge du jour, arrêtez de vouloir récupérer votre ex. C'était gentil d'avoir. J'ai vu que vous étiez très intéressés, avec du monde en tout cas. Super. Mardi, je donne une autre conférence sur les contrats asymétriques, donc, qui sera en replay aussi de 4h à 5h30 en direct. Le week-end prochain, j'ai un atelier, il me reste une place, en Zoom, sur développer l'amour de soi pour rencontrer l'autre. Bon, là, ça va avec ce thème. L'amour de soi, c'est renforcer, prendre soin de soi, être bienveillant avec soi, plutôt que de vouloir récupérer votre ex, voilà, développer l'amour de vous, ça sera mieux. Et puis après, ainsi de suite, je ne me rappelle plus ce que je fais. Vous allez sur mon site, vous vous mettez sur les mailing lists, et puis je crée des événements au fur et à mesure, il y aura d'autres choses. Peut-être faire des présentiels aussi. Voilà, donc merci, bon après-midi, bonne Saint-Valentin à vous tous. Si vous êtes célibataire, c'est bien, profitez-en pour vous faire des petits cadeaux à vous-même. Ne galérez pas sur vos ex, les ex, ou prenez tous les ex en même temps, ou faites-vous quelque chose, un plaisir. Et si vous êtes en couple, fêtez-le, célébrez, comme vous le pouvez, même dans cette période de morosité, ne vous laissez pas abattre. À bientôt les amis, pour une prochaine. Comment j'éteins ?
Bye.